Sénégal, quand on parle des chemins de fer, un nom revient presque partout. Il s'agit de la ville de Thiès. Ville ferroviaire par excellence, Thiès s'est développée et s'est structurée au rythme du rail. À la fin du 19e siècle, le chemin de fer a profondément transformé l'architecture de cette ville. Et ainsi, le chemin de fer a facilité les échanges, a participé au développement économique et a donné naissance à une véritable culture ferroviaire. Chers téléspectateurs, je vous invite donc à regarder avec attention cette interview faite avec un éminent professeur du nom de Bekay Faye et un ancien cheminot, en l'occurrence M. Hassan Darou Fall, qui est une mémoire et une source vivante de l'histoire des chemins de fer qui, par ailleurs, font partie du patrimoine historique du Sénégal. Je vous remercie. J'ai l'honneur et le plaisir d'interviewer M. Bekay Faye, professeur d'histoire et de géographie, sur la thématique Thiès avant les rails. Notre interview tourne autour de trois grandes questions. D'abord, ma première question est la suivante. M. Faye, que savez-vous de Thiès avant l'arrivée des rails? Merci mademoiselle. Donc, bonjour à vous et bonjour à nos chers téléspectateurs. Donc, ce que j'en sais, Thiès avant les rails. Donc, avant l'arrivée des rails, donc Thiès était déjà occupé par des populations autochtones qu'on appelle les Sérères Safi, plus connus sous le nom de Sérères Non. Donc, ils étaient organisés en royaumes indépendants vis-à-vis donc, des royaumes qui étaient à côté, c'est-à-dire le royaume de Djanken, donc habité, qu'on appelle aujourd'hui Thiès, était indépendant du royaume du Cayor, parce que beaucoup ont tendance à confondre Thiès comme étant le Cayor ou étant une province du Cayor. Il n'en était absolument rien du tout. Donc, c'était un royaume indépendant avant l'arrivée des rails. Le royaume de Djanken, qu'on appelle également Djangin, donc était indépendant du Djobas. Donc, parce que le Djobas, c'est le royaume qui est situé un peu au sud. C'était indépendant également du Bawol, qui est situé à l'est, et indépendant également de, de Pout et de Djander, donc le royaume de Djander. Donc, vous voyez ces entités-là, donc le royaume de Djanken, donc qu'on appelait Djanken avant l'arrivée des rails, donc c'était le Djanken, donc était indépendant, c'était une entité indépendante donc de toutes ces organisations politiques dont je viens d'énumérer. Donc voilà l'organisation, c'est les populations Sérères Non qui habitaient ici. Bon, c'est Sérères Safi, c'est le groupe Safi, mais c'est plus connu sous le nom de Sérères Non. Donc d'ailleurs, c'est eux les autochtones jusqu'à présent donc de Thiès. Merci pour ces éclaircissements liés à la première question. Ensuite, comment décrivez-vous l'organisation de l'espace à cette époque? Donc, l'espace était organisé donc, du point de vue politique parce que, comme je l'ai décrit, c'est des sociétés, c'est les Safi qui habitaient ici et c'était une société dont l'organisation était horizontale. Donc, quand on parle d'une organisation horizontale, ça veut dire que ce n'est pas une chefferie donc, qui règne dans toutes les communautés, parce que donc, quand on parle de la communauté non, donc la communauté d'origine, c'est une communauté qui tient beaucoup à son indépendance. Mais il y avait une forme d'organisation politique, et cette forme d'organisation politique reposait sur les lamans, c'est-à-dire les notables, les personnes d'un certain âge, ou bien appartenant à certaines familles, mais aussi sur les saltigués. Les saltigués, c'est des personnes qui avaient des connaissances mystiques ou, si vous voulez, des connaissances ésotériques. Donc, c'est sur ces deux entités que reposait un peu l'organisation. Donc, c'est eux qui décidaient donc, là, des grandes questions qui pouvaient toucher la communauté. Par exemple, quand il y avait l'approche de l'hivernage, ces communautés se regroupaient donc, pour voir faire des libations, ou bien qu'on appelait également paya, au niveau de Cernon, donc c'est-à-dire des cérémonies de divination pour essayer de prédire ce qui va arriver et éventuellement donc les sacrifices ou en tout cas les précautions à prendre. Donc si c'est des choses négatives qui doivent arriver à la société, ou bien s'ils avaient également des connaissances mystiques pour pouvoir dévier donc certaines choses qui devaient arriver à la communauté. Et là, ça se faisait
dans l'emplacement actuel de la place de France, qu'on appelle Promenade des Thiessois. C'était là le lieu, donc la place publique de la communauté nonne avant l'arrivée des colonisateurs. Mais l'emplacement des villages, donc des villages traditionnels, donc je peux le quadriller géographiquement, donc à l'actuel marché central, en passant par la gouvernance, la préfecture, le musée de Thiès, et ici également le centre de commerce et votre lycée même. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui le centre-ville, c'était ça le cœur de l'implantation des communautés autochtones. Avec l'arrivée des colonisateurs, donc ces communautés autochtones ont été déplacées un peu vers ce qui constitue aujourd'hui les périphéries de la ville. Donc à l'entrée de Thiès, en venant vers Dakar, vous trouvez là-bas le village de Thiès-Nord. Donc à l'intérieur de la ville, vers le lycée Malick Sy, quartier de Somme, vous trouvez également certains villages traditionnels comme Vango, comme comment dirais-je, Tchonach, mais aussi vers la sortie vers Diassap, vous trouvez donc le village de Diassap en tant que tel, le village de Pognine, mais aussi le village de Peykouk vers la sortie en allant à Khombol. Donc pour ne citer que cela, donc je peux également citer donc Djoung, Silma, Kerdago, donc tous ces quartiers qui sont des quartiers importants aujourd'hui au niveau de Thiès. C'est des quartiers où les autochtones, donc ils les ont formés, mais s'ils les ont formés juste donc après être déplacés par l'implantation des rails. Donc on a déplacé ces populations vers les autres parties de la ville. Donc voilà un peu en résumé donc l'organisation avant l'arrivée des rails. Alors, pour finir, nous aimerions savoir quelles étaient les principales activités économiques de Thiès avant l'arrivée des rails. Ok, les principales activités, comme vous le savez, dans toutes les sociétés traditionnelles, pratiquement, les activités tournaient autour de l'agriculture, mais également de l'élevage. Bon, spécifiquement au niveau de Thiès, ça tournait autour de l'agriculture. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les communautés autochtones donc, se sont installées dans ce lieu bien précis. Si nous faisons foi aux écrits de Jacques Pouy dans son ouvrage intitulé Thiès et les Sérères non, Thiès et les Sérères de manière générale, donc il dit que ces Sérères venaient de l'Est. Donc quand on parle de l'Est un peu, on peut dire que c'est peut-être la vallée du fleuve Sénégal. Donc c'était des agriculteurs, c'était des éleveurs. Donc ils étaient à la recherche de meilleures terres de culture et de meilleures zones de pâturage. Et comme ils ont trouvé cet endroit, donc très fertile, avec des sols très fertiles, mais aussi avec des sources d'eau relativement importantes, donc ces communautés se sont installées. Et d'ailleurs, pour vous en donner une preuve, donc si vous allez derrière l'église, derrière la cathédrale de Thiès, qu'on appelle cathédrale Sainte-Anne, derrière vous trouvez toujours une source d'eau permanente. Et cette source d'eau était beaucoup plus importante à l'époque de l'installation des premières communautés, parce que ça servait donc de zone de pâturage pour les populations qui étaient installées à côté, les populations sérères non. Mais ça servait également donc de zone d'agriculture, parce que Thiès est une zone extrêmement fertile. Et les principales spéculations qu'on cultivait à l'époque, c'est surtout le mil, qui constituait l'alimentation de base des populations, avec le couscous, avec également le lard, je ne sais pas comment on dit en français. Donc, c'était des alimentations de base. Mais le lait également était utilisé parce qu'ils avaient beaucoup de troupeaux. Donc, ils utilisaient le lait. Et donc, ça, c'était la principale activité. Donc, il y avait également au niveau de ces communautés la chasse qui était pratiquée. Mais la chasse n'était pas pratiquée par tout le monde. C'était pratiqué par un groupe bien déterminé, un groupe qu'on pensait qu'il avait des connaissances mystiques, parce qu'on pensait que ce n'est pas tout le monde qui devait aller chasser les animaux. Donc, comme également la nature était généreuse, donc il y avait des forêts assez denses, donc la récolte de miel également constitue une activité économique très importante pour les communautés. Et donc, vous voyez, essentiellement, c'est les principales activités.
L'autre activité aussi, comme Thiès, les communautés qui s'étaient installées ici, ça se trouvait entre le royaume du Baol, du Cayor et le royaume de Diender qui était donc sur la côte. Donc il y avait des populations qui venaient du Baol et qui venaient également du Cayor, qui passaient par Thiès, le Djangin, et ils devaient payer des taxes. Donc certainement, beaucoup d'entre vous ont entendu l'histoire de Gagne Faye. Donc ce qu'ils faisaient, c'est que les populations qui devaient traverser le Djangin, donc pour aller chercher des marchandises donc, vers Rufisque et vers le Djander, donc ces populations devaient payer donc, les taxes pour traverser donc, le royaume. Et comme ça se situe dans une zone géographique extrêmement importante, donc c'était très difficile de contourner donc, le royaume. Ça aussi, ça donc, contribué aux activités économiques donc, de la province de Djangin, qu'on appelle Djanken, et connu aujourd'hui sous le nom de Thiès. Donc, en résumé, voilà en ce qui concerne les activités. En résumé, nous remercions M. Faye de nous avoir gratifié un bon exposé sur l'histoire de Thiès avant les rails, l'organisation de l'espace et les principales activités économiques de Thiès avant l'arrivée des rails. Merci, M. Faye. Merci. Bonjour, chers téléspectateurs. À l'occasion du 66e anniversaire de la célébration de l'indépendance du Sénégal, nous avons l'honneur et le plaisir d'interviewer un ancien cheminot qui va nous donner plus d'informations sur l'histoire des chemins de fer à Thiès. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter à nos chers téléspectateurs afin de nous donner plus d'informations sur votre ancien travail? Bonjour, je m'appelle Mbaye Ndaro Fall. Je suis un ancien cheminot des chemins de fer du Sénégal. J'ai occupé les fonctions de directeur des ressources humaines de la Société nationale des chemins de fer et de Transrail et d'autres fonctions telles que les affaires juridiques et les assurances. Merci. Nous allons parler de la naissance des rails. La première question est, que savez-vous de la construction des lignes Dakar-Saint-Louis et Dakar-Niger? Vous savez, l'avènement du chemin de fer au Sénégal est étroitement lié à la colonisation de notre continent. Comme vous le savez, donc, les puissances coloniales de l'époque, confrontées à une crise économique, donc, se sont ruées vers l'Afrique pour se le partager. Vous vous rappelez sans doute de la fameuse conférence coloniale qui a décidé de cela. Et c'est ce qui a occasionné que donc, les puissances se sont ruées vers l'Afrique pour se le partager, comme j'ai dit tout à l'heure, en zone d'influence. Et en ce qui nous concerne plus précisément au Sénégal, qui s'appelait à l'époque le Soudan français, donc la présence coloniale par rapport au chemin de fer se situe vers 1885. Donc 1885, c'est la naissance de cette fameuse ligne Dakar-Saint-Louis, qu'on appelait à l'époque le DSL. C'est la première ligne de chemin de fer installée en Afrique occidentale française. Cette ligne, il faut le souligner également, est l'ancêtre de tous les réseaux de chemin de fer qui existaient à l'époque. Donc Dakar-Saint-Louis, ensuite il y a eu la ligne Kai Bamako Koulikoro, dont la construction a démarré en 1881 pour se terminer en 1904. Kai Bamako Koulikoro. Et il fallait faire la jonction avec le Mali. Bon, à l'époque, on l'appelait le territoire Mali-Sénégal, Soudan français. Il fallait faire donc la jonction et il y a eu la construction donc de la troisième ligne de chemin de fer, Thiès-Kai, donc qui s'est terminée en 1923. Et en 1924, on a fusionné la ligne Kai Bamako Koulikoro et la ligne Thiès-Kai pour assurer la continuité entre le Sénégal et le Mali. Et plus tard, en 1934, on a fusionné le chemin de fer Dakar-Saint-Louis, dont j'ai parlé en premier, qui a été installé en 1885, et la ligne Thiès-Kai Bamako Koulikoro, pour former ce qu'on a appelé le Dakar-Niger, qui est plus connu du public. C'est ce Dakar-Niger-là qui a
survécu jusqu'en 1960 avec l'éclatement de la Fédération du Mali et la proclamation de l'indépendance du Sénégal et du Mali. Chacun des deux pays, bien entendu, à partir de 1960, géré donc son réseau, le Sénégal de Dakar à la frontière à Kidira, par une société qui s'appelait la Régie des chemins de fer du Sénégal. Le Mali en fait autant de Koulikoro-Bamako jusqu'à Diboli à la frontière avec sa société qui s'appelle Régie du chemin de fer du Mali. Voilà un peu l'histoire de l'avènement du rail dans notre pays. Monsieur Fall, pourquoi Thiès est devenu un centre ferroviaire majeur? On a d'habitude de dire que Thiès est la capitale du rail. Effectivement, Thiès est un carrefour. Bon, tout à l'heure, en faisant un peu l'historique, vous avez constaté que la première ligne Dakar-Saint-Louis passe par Thiès. Et la jonction également qui a été faite pour rejoindre le Mali, c'est à partir de Thiès, la ligne Thiès-Kaye. Ce qui fait que donc Thiès était un carrefour très important pour le chemin de fer. C'est ce qui a justifié d'ailleurs l'installation des ateliers ici à Thiès, qui datent de l'époque coloniale, et de beaucoup donc d'infrastructures ferroviaires. Quel impact ont eu les gares, ateliers et dépôts sur la ville? Bien entendu, Thiès étant un carrefour et la capitale donc du rail, bon, forcément Thiès va avoir un impact très important donc au niveau de la gare d'abord. Vous savez, autour de la gare, il y avait toute une activité donc marchande. La gare et donc génère beaucoup d'économies en tant que telle. Ensuite, les ateliers, comme vous le savez, à l'époque, le chemin de fer était une grosse industrie qui employait beaucoup de main-d'œuvre, ce qui fait que donc les ateliers centraux étant installés ici à Thiès, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient au niveau du chemin de fer. Et à l'époque, on disait qu'il y avait en moyenne 20 000 ouvriers qui sortaient des ateliers ici, ce qui dénote un peu de l'importance des ateliers des chemins de fer dans la ville. Monsieur Fall, comment le rail a-t-il structuré les quartiers? Oui, donc le chemin de fer étant à l'époque la plus grande entreprise au niveau donc, de la ville, bon, donc forcément les quartiers environnants donc, étaient influencés par donc, la présence du chemin de fer. Donc tout autour du chemin de fer naissaient donc des quartiers où vivaient dans la plupart donc, des cheminots. Y avait-il une séparation entre les quartiers européens et africains? Ce qui existait, il y avait une cité où logeaient donc les coopérants européens qui s'appelait à l'époque la cité Balabé. À côté, il y avait une cité également qui s'appelait la cité Pilot, où logeaient les cadres indigènes. Mais bon, en dehors donc de ces deux cités, il y avait, comme on a dit tout à l'heure, ces quartiers qui étaient un peu influencés par la présence où logeait le personnel, habité du moins, le personnel autochtone. Quels sont les métiers qui existaient dans le monde ferroviaire? Le chemin de fer, il y a beaucoup de corps de métiers. Hein, bon, parce que comme vous savez, il y a trois éléments qui composent un peu l'exploitation ferroviaire. Il y a d'abord l'infrastructure, les rails où passe le train. Il y a ensuite le matériel roulant et le personnel qu'on appelle des gares, le personnel exploitant. Et dans tous ces segments, il y a des sous-corps de métiers, ce qui fait qu'au chemin de fer, donc, il y avait une multitude de métiers. Et le gros de ces métiers se trouvait au niveau donc, des ateliers centraux, où vous avez des mécaniciens, des électriciens, bon, toutes sortes de corps de métiers qu'on trouve au niveau donc, de ces ateliers. Au niveau de la voie également, il y a des agents de la voie. Au niveau de l'exploitation, je peux citer donc des chefs de gare, des chefs de sécurité, des conducteurs de train, j'en passe. Bref, il y en a plusieurs. Hein. Comment étaient les conditions de travail? Les conditions de travail, on peut dire que bon, ça dépend des époques, hein, et ça dépend également de la santé financière donc, de l'entreprise. Il reste que donc, quand on parle de conditions de travail, forcément on fait appel à la législation du travail, qui pose un certain nombre de règles auxquelles les entreprises ne peuvent pas déroger. Bon, maintenant, en fonction
de la situation financière donc, de l'entreprise. Et au fil du temps, bon, le chemin de fer a essayé d'être à niveau par rapport aux exigences de la loi, pour dire que donc, les conditions de travail étaient acceptables. Maintenant, peut-on parler d'une culture cheminote? Une culture cheminote, bon, on peut le dire sous deux angles, hein, parce que, comme vous le savez, le chemin de fer est une entreprise plus que centenaire. Je rappelle que le centenaire du chemin de fer au Sénégal a été célébré en 1985. Donc, c'est vrai que c'est une entreprise qui est très ancienne. De ce fait, donc, il s'est développé effectivement une certaine culture. On parle donc de culture de cheminot. On parle également souvent du génie cheminot. Le génie cheminot, bon, traduit un peu un élan de bravoure, d'ingéniosité, de créativité, donc des cheminots qui ont été toujours reconnus comme étant des gens capables de soulever des montagnes si on leur donne des moyens. Cette culture est toujours là. Je pense qu'avec les cheminots, rien n'est impossible. Ça se voit même dans les moments difficiles. Ils ont pu se mobiliser pour remettre, comme on dit, l'entreprise sur les rails. L'autre élément lié à cette culture également de cheminots, peut-être c'est lié à cette forte culture syndicale de résistance qu'on connaît donc, au niveau donc, des chemins de fer. Donc voilà un peu ces deux aspects peut-être qui sont liés à la culture donc, des cheminots que les générations ont essayé donc, de perpétuer. Merci M. Fall. Ces informations ont été d'une importance capitale. Je vais de ce pas laisser place à mon camarade Babacar Sy. Bonjour. En continuité, je me nomme Boubacar Seydi, élève au lycée du Sagna. J'ai l'honneur et le plaisir de vous interviewer au même titre que mon camarade. Avez-vous des souvenirs de grandes grèves cheminotes? En matière de grève, je pense que la grève la plus connue, bon, que tout le monde connaît, c'est la grève de 1947. On l'a appelée la grève des cheminots et qui a été bien illustrée par l'écrivain sénégalais Ousmane Sembène dans Les Boules Bois de Dieu. Donc la grève de 1947, une grève historique qui a été menée par un leader syndical charismatique. Vous avez certainement entendu son nom, Ibrahima Sarr, dont la cité porte son nom. Et je précise également par ailleurs qu'Ibrahima Sarr également a été, pour l'histoire, le premier ministre de la fonction publique et du travail après que notre pays ait accédé à l'indépendance. Donc ça, c'est cette fameuse grève de 1947, et qui ne se limitait pas uniquement ici d'ailleurs au Sénégal, parce que ça a touché tous les territoires qui étaient sous donc, la domination française. Et donc ça, c'est la grève historique des cheminots. Après, il y a eu d'autres grèves hein, après les indépendances. On a parlé également de la grève des conducteurs de train, qui a eu une issue un peu dramatique avec un certain nombre de travailleurs qui sont tombés sous les balles. Donc, ensuite, après nos indépendances, bon, jusqu'à maintenant, vous savez, comme on venait de dire tout à l'heure avec cette forte culture syndicale, nous avons des grèves épisodiques bon, qui sont menées là, ça et là pour des revendications. Bon, ça, c'est des grèves qui n'ont pas peut-être la même ampleur que la grève de 1947, mais après cette période, après l'indépendance, peut-être une grève qui a marqué également les esprits, ça a été la grève de 1977 également. Donc, pour me résumer, donc l'histoire du chemin de fer est parsemée donc de grèves cycliques. Qu'est-ce a-t-elle joué un rôle particulier dans la lutte syndicale? Bien entendu, bon, je pense que on a parlé tout à l'heure d'Ibrahima Sarr. Bon, il y a des historiens qui nous ont raconté que bon, enfin, le rôle que les cheminots ont joué dans non seulement la lutte syndicale, mais dans l'histoire politique même de notre pays. Et pour illustrer cela, je peux vous dire que peut-être jusqu'à un passé récent, le secrétaire régional du syndicat des cheminots avait occupé une place stratégique dans la centrale syndicale de l'époque. Et il était même également député à l'Assemblée nationale.
Tout cela pour montrer un peu le rôle important et stratégique que les cheminots jouent sur l'échiquier politique et syndical de notre pays. Peut-on parler de Thiès comme ville de résistance? Oui, bon, on fait référence toujours à cette grève de 1947 pour coller donc, cette étiquette à la ville de Thiès, qui est une ville donc, de résistance. Et, on le dit en référence à ces moments où les cheminots étaient à l'avant-garde de la lutte syndicale et politique de notre pays. Quand avez-vous commencé à sentir le déclin du rail? Bon, le déclin du chemin de fer, hein, et là c'est à l'image de, disons, toutes les entreprises ferroviaires au niveau de l'Afrique subsaharienne. Bon, comme on a dit tantôt, avec l'avènement du rail dans l'Afrique occidentale française de l'époque, donc toutes ces entreprises de chemin de fer étaient construites avec la même philosophie. C'était des entreprises qui étaient un peu des chemins de fer du moins extravertis vers la métropole. Donc la tête de pont de ces chemins de fer, c'était à partir des côtes, le port vers l'intérieur, vers l'interland comme on l'appelle, qui permettait aux colonisateurs donc, de pénétrer les territoires, de prendre les marchandises, de les acheminer vers les ports, ensuite de les amener en métropole. Donc c'était donc voilà la vocation de ces chemins de fer. Et c'est la même philosophie pour le Dakar, Niger, Abidjan, Niger, le Bénin, Niger, Conakry, Niger. Donc de l'interland vers les ports, ensuite vers la métropole. Donc c'était des chemins de fer extravertis donc vers la métropole. Maintenant, tous ces pays ayant accédé à l'indépendance ont eu cet héritage de l'infrastructure. Et il fallait maintenant changer cette vocation du chemin de fer extraverti pour en faire un outil de développement économique et social. Bon, mais comme vous savez, le chemin de fer, ça demande beaucoup d'investissement parce que l'héritage de la colonisation est toujours là. Il faut entretenir le matériel, il faut renouveler donc le matériel roulant et ça demande beaucoup d'argent. Nos États ayant accédé nouvellement à l'indépendance avaient beaucoup de priorités dans tous les domaines, pas uniquement au niveau du chemin de fer. Ce qui fait que donc l'argent dont le chemin de fer avait besoin n'était pas disponible. Alors on a assisté du coup à un déclin progressif donc, du chemin de fer et à l'émergence des routes. La construction des routes progressivement est venue un peu concurrencer le rail. Au point que durant les 20 dernières décennies passées, on a assisté pratiquement au déclin pratiquement de toutes les entreprises ferroviaires au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et donc c'est ça qui a un peu amorcé le déclin du rail au profit de la route. Comment préserver la mémoire cheminot? Préserver la mémoire donc, du cheminot, c'est sous différents angles. D'un point de vue historique, peut-être, il faut conserver les archives. Je rappelle qu'à l'époque, Dakar étant la capitale de l'AOF, le siège de la régie fédérale de toutes ces entreprises, c'était Dakar aussi. Et donc, tous ces documents liés à cette époque étaient centralisés à Dakar. Bon, bien entendu, on a essayé tant bien que mal de conserver cette mémoire-là, donc de l'histoire du chemin de fer, non seulement du Sénégal, mais de toute l'Afrique occidentale française. Bon, sur ce plan-là, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Bon, et actuellement, je pense que les gens sont en train de réfléchir à aller vers la numérisation de ce qui reste comme archives pour essayer un peu de sauvegarder cette mémoire. Aussi, peut-être sur un autre plan, la mémoire du cheminot, disons que peut-être essayer de tout faire pour préserver l'outil, parce que c'est un outil qui est lié à l'histoire de notre pays, parce que je pense que le chemin de fer, comme on a dit tantôt, depuis 1885, a joué un rôle très important dans le développement de notre pays, même si ce développement c'est peut-être en deux étapes. La première étape peut-être liée à la colonisation, mais depuis nos indépendances, le chemin de fer est considéré comme un outil de développement économique et social, parce que ça permet le déplacement des populations et des marchandises.
Bon, je pense qu'il est important qu'on puisse préserver cet outil-là, qui a connu un passé difficile et que je pense que nos autorités sont en train de tout faire pour donc remettre cet outil en état. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord de la nécessité pour un pays qui veut se développer, donc d'avoir un chemin de fer. Et je pense que on connaît un peu euh, le rôle que peut le chemin de fer peut jouer, surtout dans le développement des pôles territoires pour notre pays, bon, en termes de connectivité, en termes également de mobilité pour la population, également en termes de désenclavement de certaines régions qui peuvent nous aider à dynamiser la croissance économique de notre pays. Et donc, on a intérêt à donc préserver un peu cet outil-là. Merci. Le rail peut-elle encore jouer un rôle dans l'avenir de Thiès? Oui, bien sûr. Bon, si on sait qu'à l'époque, j'avais dit qu'il y a une période où 20 000 travailleurs sortaient des ateliers de Thiès. Bon, Thiès étant la capitale du rail, je pense que si on réussit à remettre l'entreprise à plomb, je pense que le chemin de fer peut jouer un rôle extrêmement important dans Thiès. Et si vous faites un peu le sondage, il y a presque il n'y a pas une famille à Thiès où il y a au moins quelqu'un qui travaille au chemin de fer. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on réussit à remettre l'outil en marche, que Thiès peut avoir, le chemin de fer du moins, peut avoir un impact important dans la ville. Que représente le chemin de fer, le rail pour vous personnellement? Le rail pour moi personnellement, c'est un tout. Hein. Bon, moi, je suis fils de cheminot. Donc, vous comprenez, donc, mon enfance a été marquée par ce chemin de fer à tout point de vue. Et je pense qu'aujourd'hui, si je suis arrivé à là où je suis, je le dois au rail. Et donc, c'est un héritage que j'ai eu de mon père. Et donc, pour moi, le chemin de fer est un tout. Raison pour laquelle ça me tient à cœur que ce chemin de fer-là puisse être réhabilité et qu'il puisse jouer vraiment son véritable rôle au niveau donc de notre pays. Quels souvenirs marquants gardez-vous? Les souvenirs marquants, c'est des souvenirs d'enfance. Hein, comme je disais tout à l'heure, à l'époque où ça marchait bien, il y avait des trains voyageurs, des trains marchandises. Et ces souvenirs d'enfance sont toujours gravés dans ma mémoire parce que pour nous, quand on allait en vacances, on prenait le train. Le train était notre moyen de transport. Et ça, c'est des souvenirs qui restent toujours dans ma mémoire. Quel message souhaiterez-vous transmettre aux jeunes générations? Aux jeunes générations, c'est d'aimer le chemin de fer. D'aimer le chemin de fer, non seulement d'aimer, mais également de faire le plaidoyer pour le chemin de fer. Aujourd'hui, il est admis partout dans le monde que le rail est le moyen de transport le plus efficace. Sur les longues distances, bon, regardez plus près de nous le corridor qui nous lie avec le Mali, on l'appelle le corridor Dakar-Bamako. Parce que, comme vous le savez, le Mali est un pays continental et son port le plus proche, c'est le port de Dakar. Et jusqu'à un passé récent, l'essentiel des importations du Mali, ça passait par le port de Dakar et était acheminé par voie ferroviaire. Donc, parmi les corridors qui entourent ce pays, le corridor Dakar-Bamako offre plus d'avantages pour le Mali parce qu'il y a les deux voies de transport, il y a le rail et la route. C'est ce qui justifie que vous voyez un peu cette floraison de camions qui sillonnent nos routes. Bon, la raison est simple, c'est que le rail ne marche pas actuellement. Et si le chemin de fer était relancé, ça pouvait capter tout ce trafic-là et permettre à notre pays de se développer grâce à ce mode de transport-là. Et je pense que, en tant que jeune, je pense que vous pouvez faire ce plaidoyer pour la relance du chemin de fer qui peut aider vraiment le développement économique et social de notre pays. Maintenant, partout dans le monde, les gens sont en train de retourner vers le chemin de fer. Parce que la rail, je pense que est un outil de transport très important. Si vous devez résumer Thiès en un mot lié au rail? Oui, comme j'ai dit, Thiès, déjà il y a son nom, Thiès capitale du rail.
Je pense que ce nom-là, pour moi, ça doit demeurer à jamais. Vos questions nous ont été très utiles et nous vous remercions pour votre disponibilité. Avez-vous un dernier mot à dire aux téléspectateurs? Le dernier mot, puisqu'on parle du chemin de fer, c'est de demander à tout le monde vraiment de faire le plaidoyer pour le chemin de fer, parce que c'est ça que nous aimons, c'est ça qu'on a connu. Et sur le plan économique également, je sais que on ne peut pas développer un pays sans le chemin de fer. Et que donc, en termes d'avantages comparatifs par rapport aux autres modes de transport, le chemin de fer quand même a des atouts non négligeables. Un train, on le compare à l'équivalent de 50 camions. Imaginez aujourd'hui, bon, si on avait 3 trains ou bien 4 trains par jour, ça aurait pu nous éviter cette floraison de camions sur nos routes avec les conséquences négatives, à savoir la dégradation donc, de nos routes prématurément, les questions d'environnement. Donc voilà un peu donc l'importance du chemin de fer parmi les modes de transport. Je pense que il appartient à toute la population donc, de faire ce plaidoyer pour que le chemin de fer soit vraiment donc relancé. Merci. Merci pour vos informations et à bientôt. Chers téléspectateurs, nous voilà au terme de notre travail. À travers ces moments que nous avons passés, nous avons pu recueillir des témoignages sur l'historique de la gare de Thiès. Thiès benn dëkk ñaari gare a été une réalité avec ces témoignages de M. Faye, un éminent professeur d'histoire et de géographie, mais à travers également le vieux Fall qui nous a apporté ce qu'il a vécu avec Thiès pendant le rail et Thiès après le rail. Nos remerciements vont à l'endroit de ces personnes, mais à l'endroit également de toutes ces personnes qui ont bien voulu nous accompagner durant ces travaux. Nos remerciements à l'endroit de l'établissement Jules Sagna, à travers ses élèves, mais à travers également les élèves du lycée Ahmadou Ndak Seck. Cela nous a permis de revivre encore une fois l'historique de la gare, mais l'historique également des chemins de fer du Sénégal. Nos remerciements vont à l'endroit de tout le monde. C'était un plaisir vraiment de vous accompagner, mais de vous fournir également ces informations. C'était Moustapha Sen, professeur d'histoire et de géographie au lycée Ahmadou Ndak Seck. Merci et à très bientôt. Kadior Média, la chaîne du Kadior.